Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre 26 qui porte sur le champ magnétique. Et avec ce chapitre 26, nous commençons le dernier bloc de cette année de PCSI qui contiendra donc le champ magnétique et l'induction. Et l'induction, ça permet d'étudier le couplage entre le champ magnétique et un courant électrique. Alors, comme tout début de nouveau bloc, eh bien, cette partie-là va être très descriptive parce que dans cette partie, on va poser les briques qui vont nous permettre ensuite de construire des choses un petit peu plus élaborées. Et donc, notamment dans cette partie-là, dans les 4 pages que nous allons voir dans cette vidéo, eh bien, il n'y a pas de calcul, donc il y a uniquement des définitions. Donc, bien sûr, des choses à apprendre, mais surtout, le plus important, c'est des choses à comprendre. Et c'est une première phase de repérage dans ce nouveau bloc. Alors, on va voir, puisque le titre de ce chapitre, c'est champ magnétique, la première chose qu'on va faire, c'est voir, en fait, rappeler la notion de champ, parce elle est au programme elle était au programme de la première S, donc normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, bien sûr, on va le rappeler, parce que c'est normal d'une année sur l'autre, vous oubliez des choses, c'est bien normal, donc on va la rappeler, on va éventuellement la repréciser. On va définir ce qu'est le champ magnétique, on va donner des ordres de grandeur, on va rappeler des ordres de grandeur, parce que ça, on avait déjà vu quelques informations sur le champ magnétique dans le chapitre 15, sur les particules chargées. Et on va commencer par voir, modestement, mais on va commencer par voir euh, comment un courant peut être lié à un champ magnétique. Donc on va pas rentrer dans le détail des mécanismes, mais simplement sur quelques schémas. On va voir le lien entre une géométrie de courant électrique et une géométrie de champ électrique. Voilà, donc introduction de la relativité générale à la physique quantique. Eh bien, tous ces domaines-là, c'est-à-dire de l'infiniment grand à l'infiniment petit, la physique, alors qu'elle soit moderne ou traditionnelle ou plus ancienne, elle travaille en utilisant des champs. Et les champs, en fait, vous les connaissez, on en a déjà utilisé, on en a déjà manipulé cette année. Exemple de champs, eh bien les champs gravitationnels, les champs électrostatiques, les champs magnétiques, tout ça, ce sont des champs que vous avez déjà manipulés. Eh bien, ici, on va préciser, pour commencer ce chapitre-là, on va préciser ce qu'est un champ. Donc, premièrement, le champ magnétique, et on commence premièrement par la notion de champ. Définir un champ, ou plutôt donner un champ, c'est donner en différents points de l'espace, et pour ces différents points de l'espace à différents instants. Donc, c'est donner, c'est fournir la valeur de cette grandeur, donc en différents points de l'espace, et pour ces différents points, donner cette valeur à différents instants. Donc si vous donnez cette cartographie, en quelque sorte, d'une grandeur physique, mais donc c'est pas que sur une carte, en fait, sur cette carte, vous voyez en temps réel les informations évoluer. Alors si vous fournissez cela, alors physiquement, on dit que vous fournissez un champ. Il y a deux types de champs, et ça va me permettre d'apporter des exemples pour être sûr que c'est bien concret pour vous. On parle de champ scalaire, et bien comme son nom l'indique, quand cette cartographie, elle correspond à la donnée de la répartition d'un nombre. C'est-à-dire que vous avez un champ scalaire quand la grandeur que vous cherchez à, à- dont vous cherchez à donner la répartition, eh bien cette grandeur va être un scalaire, c'est-à-dire un nombre. Exemple de champ scalaire, eh bien si vous vous intéressez au champ de pression dans, je sais pas, dans l'océan, ou bien dans l'atmosphère, ou bien si vous vous intéressez au champ de température, pareil dans l'océan ou dans l'atmosphère, ben, ce qu'il faut faire pour enseigner ce champ, c'est donner en différents points la valeur de la pression ou de la température, et donner pour chacun des points l'évolution de cette valeur, l'évolution de ce nombre dans le temps.
Mais vous voyez que ce que vous allez donner, c'est un nombre. Donc, par conséquent, là, vous vous intéressez à des champs scalaires. Autre possibilité, imaginez que ce qui m'intéresse, c'est de donner, par exemple, imaginez que je suis océanographe, et ce qui m'intéresse, c'est de cartographier des courants marins. Eh bien, si je m'intéresse aux courants marins, alors une première description que je pourrais faire, c'est de donner la valeur de la norme de la vitesse, donc des courants en différents points. Mais si vous, je sais pas, vous êtes, vous regardez cette carte-là parce que vous êtes à bord d'un sous-marin, si vous avez juste la norme des vitesses en différents points, par exemple d'un océan, ça va vous apporter peu de valeur, ou du moins ce qui pourrait être plus pertinent, ça serait d'avoir, puisqu'on s'intéresse à des courants, eh bien la direction de ces courants, et donner une direction, c'est donner une droite, mais en plus de ça, vous aimeriez avoir le sens. Et vous voyez que là, ce qui est pertinent dans cette cartographie des courants marins, eh bien ce qui est pertinent, c'est la donnée en chacun des points d'un vecteur, en chacun des points à différents instants d'un vecteur. Par conséquent, ce qui nous intéresse, ce à quoi il faudrait s'intéresser, eh bien là, ça serait à la donnée du champ vectoriel des vecteurs vitesse. Et donc, vous voyez qu'il y a deux types de champs, comme ça, il y a les champs scalaires et il y a les champs vectoriels. Alors, je précise un peu cette donnée de champ vectoriel. Donc, on parle de champ vectoriel quand la grandeur définie en tout point est un vecteur, donc on le note de manière générale, le vecteur grand V, dont la valeur du vecteur va dépendre eh bien, de sa position, bien sûr, et de l'instant auquel on s'y intéresse. Sa valeur est alors donnée par trois coordonnées, donc bien sûr, c'est ça si on est si on travaille à trois dimensions, et qu'on travaille dans un repère qui est cartésien, eh bien c'est la donnée la coordonnée suivant x de ce vecteur, suivant y et suivant z de ce vecteur, bien sûr. Donc dans le domaine météorologique, l'exemple que j'ai donné, voilà, on s'intéresse aussi à un champ vectoriel qui est le champ des vecteurs vitesse, qui va représenter la vitesse. Alors ici, j'aurais pu être plus précis en disant le vecteur vitesse de l'air atmosphérique au point M à l'instant T. Exemple de champ vectoriel qui est représenté dans un repère OXY et qui est représenté ici à un instant donné et qui va être représenté, puisque là on le représente voilà, sur une feuille, là on le représente juste en deux dimensions. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que par exemple si vous vous placez ici, en ce point-là, eh bien il va y avoir un vecteur vitesse qui va avoir cette direction, qui va avoir ce sens-là, et puis qui va avoir a priori une certaine norme, et cette norme-là, sur ce document-là, elle ne nous est pas accessible parce qu'il nous manque l'échelle. Il aurait fallu qu'on nous dise tant de centimètres sur ce document représente tant de mètres par seconde. Mais vous voyez que a priori, sur une telle carte sur laquelle on va avoir la représentation de champs scalaires, on a accès, en chacun des points, on va avoir accès aux normes, aux informations, pardon, direction, sens et éventuellement norme si une échelle est précisée. Alors, bien sûr, on ne représente pas en chacun des points le vecteur vitesse, et si on se place ici, si on place le curseur à un endroit où on n'a pas de vecteur, eh bien on va interpoler en faisant une moyenne de tout ce qu'on a autour de l'endroit où on a placé le curseur. Mais ça, très souvent, on le fait en physique, on l'a fait dernièrement sur les diagrammes des frigoristes. Ok, alors ici, plus précisément, ça a été un peu quantifié. Ici, on a Vx qui est égal à moins x. Donc, vous voyez bien que la projection des vecteurs vitesse suivant l'axe x va être opposée au sens de l'axe x. Ça, c'est en lien avec le moins. Et plus x augmente, et plus plus la norme de cette projection suivant l'axe x va être importante. Ce qu'on voit bien ici, et on vérifie bien aussi que la projection suivant l'axe y va être proportionnelle à y. Vous voyez que plus on monte, en effet, et plus la composante suivant l'axe y du vecteur va être importante.
Ok, donc à retenir, enfin surtout à comprendre la notion de champ, la définition elle est pas importante. Le plus important c'est de savoir expliquer ce qu'est un champ. C'est pour ça que ceci, vous voyez, ça n'apparaît pas. La définition d'un champ n'apparaît pas dans un encadré bleu, mais c'est surtout quelque chose à comprendre. Et être capable, lorsqu'on vous parle d'un champ, de dire si c'est un champ scalaire ou un champ vectoriel. Bon, il me semble qu'une fois qu'on vous l'a dit, qu'on vous l'a expliqué, ce sont des choses que vous comprenez bien, qui sont assez simples. Il suffit juste de prendre le temps de l'expliquer. Ok, maintenant on va chercher à caractériser ces champs, et pour ça, on peut s'intéresser à leur variation dans l'espace et ou à leur variation dans le temps. Ça va être lié au caractère stationnaire, au caractère uniforme des champs. Ces adjectifs-là, en fait, on les a déjà utilisés dans d'autres champs de la physique. Par exemple, dernièrement, pour les machines thermiques, on a parlé d'écoulement stationnaire. Donc ici, ça va être exactement la même idée, sauf que c'est appliqué à la notion de champ. Donc on le fait dans un souci de précision et de rigueur pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Alors, je commence par donner les définitions et je vous donnerai un exemple pour chacun. Donc un champ, il est qualifié de stationnaire, on pourrait aussi dire permanent, quand en, en chacun des points M de l'espace, il a la même valeur à tout instant. Et puisque ce champ va prendre la même valeur à tout instant, eh bien une fois qu'on a dit ça, il n'est pas, il est comment dire inutile de préciser la variable t dans l'écriture de la grandeur, et donc on fait juste apparaître la grandeur qui va être une grandeur importante, qui va être une variable importante, qui va être la position. Donc Sm pour un champ stationnaire scalaire et vecteur Vm pour un champ stationnaire vectoriel. Je vous donne un exemple de champ stationnaire. Donc tout ça, bien sûr, ce sont des modélisations, ce sont des simplifications. Aucun champ n'est rigoureusement stationnaire parce qu'il y a bien un moment où on a un point de l'espace qui va avoir une valeur de cette grandeur qui va évoluer. Donc néanmoins, un exemple de champ stationnaire, eh bien par exemple, si je m'intéresse au champ des vecteurs vitesse, euh, au champ des vecteurs vitesse d'une rivière. Donc vous imaginez une rivière qui s'écoule, donc bien sûr de haut en bas. Euh, vous imaginez je sais pas, un ruisseau dans la montagne. Donc ce ruisseau s'écoule. Eh bien, ce champ des vecteurs vitesse, il peut être donc approximativement qualifié de stationnaire parce que en un point M donné, le vecteur vitesse va rester le même dans le temps. Si vous placez à un endroit donné dans ce ruisseau, et vous allez voir le même vecteur vitesse de l'eau qui s'écoule au point où vous êtes, c'est-à-dire même direction, même sens, même norme en vitesse. Et ça va être la même chose si vous revenez, je sais pas, un jour après, 2 jours après, quelques heures après. Néanmoins, ce champ-là dont je parle, il est stationnaire, mais il n'est pas uniforme. Parce que par exemple, si vous placez un petit peu plus haut dans le ruisseau, eh bien là, la vitesse sera, la norme du vecteur vitesse sera un petit peu plus faible parce que vous avez, vous êtes monté, donc vous avez augmenté l'énergie potentielle et donc la, la particule de fluide, si elle a une énergie potentielle plus importante, elle va avoir une énergie cinétique un petit peu plus faible. Ça, c'est bien sûr dans le modèle de la conservation de l'énergie mécanique. Mais vous comprenez l'idée. Donc cet exemple de champ vectoriel du vecteur vitesse d'un ruisseau, c'est un champ qui est stationnaire, et c'est un champ qui n'est pas uniforme. Autre possibilité, c'est à l'inverse un champ qui est uniforme, c'est-à-dire que à chaque instant, à un instant donné, si vous faites une photo, en quelque sorte, de ce champ, eh bien, vous avez la même valeur en chacun des points de l'espace. Il ne dépend ainsi pas de la position, et la variable pertinente, ben, c'est pas la position, mais c'est la variable temporelle, c'est l'instant. C'est pour ça qu'on note S de t ou vecteur V de t. Je peux vous donner un exemple de champ uniforme, et en fait, vous pouvez en imaginer plein. Je pense qu'il y en a plein dans l'esprit qui doivent venir, enfin pas plein, mais quelques-uns. Si par exemple, je m'intéresse au champ
de température dans une pièce. Je m'intéresse à la température de l'air dans une pièce. Eh bien, ce champ, on peut considérer en première approximation qu'il est uniforme. On considère qu'il n'y a pas qu'il y a pas de chauffage, parce que s'il y aurait du chauffage, la température, enfin, il y a des boucles de convection. Donc vous imaginez en été, enfin vous imaginez maintenant là dans la pièce dans laquelle vous êtes, dans votre chambre ou dans la pièce dans laquelle vous êtes, on peut considérer que la température en n'importe quel point de la pièce a sensiblement la même valeur. Donc ce champ-là, il est uniforme, c'est-à-dire qu'à un instant donné, la valeur de la température est la même en chacun des points de la pièce. Maintenant, il n'est pas ce champ-là, il n'est pas stationnaire parce que à l'endroit où vous êtes, vous avez une certaine température, mais à un autre moment de la journée, alors ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, mais à un autre moment de la journée, la température sera un petit peu plus élevée ou un petit peu plus faible. Et donc ce champ-là, il est uniforme, il n'est pas stationnaire parce qu'il peut varier dans le temps. Ok, donc champ scalaire, champ vectoriel, champ stationnaire, champ uniforme. Maintenant, on va introduire un outil qui est parfois utilisé, enfin souvent, je devrais dire souvent utilisé pour les champs vectoriels, mais qui ne peut être utilisé que pour les champs vectoriels. Il n'a pas de sens, il n'y a, il n'y a, je ne trouve pas mon mot. Cela n'a pas de sens de parler de ligne de champ pour un champ qui est scalaire. On parle de ligne de champ uniquement pour des champs vectoriels, et vous allez voir, ça se comprend simplement. On peut représenter donc un champ vectoriel, grand V, en dessinant, comme cela a été vu sur la figure précédente, celle-ci, eh bien, en différents points de l'espace, le vecteur auquel on s'intéresse. Oui, une remarque, à partir de maintenant, donc dans la suite du chapitre, on ne s'intéresse qu'à des champs stationnaires, c'est-à-dire qui restent les mêmes dans le temps, donc par conséquent, il n'y a plus la variable t qui joue un rôle. Donc c'est la raison pour laquelle ici je mets juste la variable m. Ok, je reprends ce que je disais. Donc on peut représenter un champ vectoriel en représentant en différents points de l'espace qui nous intéresse ce vecteur-là. Maintenant, de faire ceci, c'est pas le plus pratique. Et ce qu'on va faire, c'est représenter des lignes du champ vectoriel. Et c'est beaucoup plus simple à tracer. Et on va voir que ça va nous permettre d'obtenir d'autres informations. Et c'est quelque chose qui est plus commode. Donc en pratique, on préfère représenter ce qu'on appelle les lignes de champ. Donc une ligne de champ, par définition, alors c'est forcément d'un champ vectoriel, c'est une ligne qui est tangente au vecteur Vm en chacun de ses points M. Ça, c'est très intuitif. Si je veux représenter une ligne de champ ici, par exemple, je vais avoir la ligne de champ, a priori, ici j'en ai une. Je relie à peu près là tous les vecteurs vitesse qui semblent être reliés par une ligne. Donc ici, je peux en avoir un autre. Là, vous imaginez, je ne sais pas si je peux le faire. Bon, ça va être très approximatif, mais par exemple, là, je vais avoir une ligne de champ. Là, j'en ai une autre, et ainsi de suite. Vous voyez, là, j'en ai une autre, etc. Vous comprenez l'idée. Ici, je pourrais en représenter également une autre. Donc, une ligne de champ, c'est une ligne qui va être... Ah, bon. Une ligne de champ, c'est une ligne qui, en chacun de ses points, va être tangente au vecteur auquel on s'intéresse. Je dis différemment. Le vecteur auquel on s'intéresse, il va être, en chacun des points, tangent à la ligne de champ. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc cette figure-ci, elle représente les lignes de champ du champ vectoriel qu'on a déjà vu dans le A. Donc c'est celui-ci. Pardon. Ok, et ici, donner ceci, c'est donner des lignes de champ, et on dit qu'on donne une carte de champ. Donc la flèche qui oriente les lignes de champ indique bien sûr le sens du vecteur auquel on s'intéresse. Et vous voyez qu'en observant la carte de champ, on va pouvoir accéder à la direction et au sens du vecteur auquel on s'intéresse en tout point
des lignes de champ qui sont représentées. Alors, a priori, là, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Donner un vecteur en un point donné, c'est donner 3 caractéristiques, la direction, le sens et la norme. Et vous voyez qu'à ce stade-là, on n'a pas précisé comment est-ce qu'on accédait à des informations sur la norme du vecteur. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin. Quel est l'intérêt, physiquement, d'avoir introduit cette notion de champ vectoriel? Eh bien, cette notion de champ vectoriel, elle a été introduite par les physiciens pour, pour interpréter, pour décrire. Alors, on pourrait pas dire pour comprendre, ça serait un peu trop fort, mais c'est pour essayer d'interpréter, pour essayer, voilà, d'appréhender la notion d'interaction à distance. Je vous donne un exemple très concret. Si je reprends l'exemple de la légende de Newton, dont Newton se réfugie dans la ferme de ses parents pour, euh, pour fuir la peste en Angleterre. Donc il se réfugie dans la ferme de ses parents, il réfléchit lui à ce qui deviendra la gravitation universelle. Donc il réfléchit à, à, à d'où provient quelle est l'origine du mouvement des planètes autour du Soleil. Il reçoit une n'importe quoi, une pomme lui tombe sur la tête, et à ce moment-là, il a l'idée de génie que la force qui fait tomber la pomme, qui a fait tomber la pomme de l'arbre, c'est la même que la force qui fait tourner la Lune autour de la Terre et la Terre autour du Soleil et les différentes planètes du système solaire autour du Soleil. C'est pour ça que cette gravitation, il parle de gravitation universelle, parce que cette gravitation, elle concerne l'univers. C'est la même a priori partout dans l'univers. Je reviens, je dis tout ça pour faire le lien avec la notion de champ. La question quand même qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que la pomme soit attirée par la Terre alors qu'il n'y a aucune interaction a priori entre la pomme et la Terre. Et je vais le dire de manière très naïve, comment la pomme sait-elle, alors là je mets des gros guillemets, mais comment est-ce que la pomme sait qu'elle doit être attirée par la Terre? Comment est-ce qu'elle sait qu'elle doit tomber vers le bas avec une certaine intensité, avec une certaine vitesse, etc. Eh bien, pour ceci, pour rendre compte du fait que la pomme, toujours entre guillemets, voit la Terre, ce qu'ont posé les physiciens, c'est de dire que la Terre va générer un champ gravitationnel et que la pomme, eh bien, puisqu'elle est plongée dans ce champ gravitationnel, elle va le subir, et donc elle va subir toutes les informations qui vont être charriées par le champ gravitationnel. Donc c'est l'information que vous connaissez bien, vecteur G, et donc avec la donnée du vecteur G, il y a la donnée d'une direction, d'une norme et d'un sens. Donc la notion de champ vectoriel, elle est là pour ça, pour rendre compte, pour essayer d'interpréter la notion d'interaction. Ok, maintenant on lit ceci, mais vous avez compris, j'espère, l'idée. Donc lorsqu'on approche un aimant d'un trombone métallique, en fait il faut qu'il soit constitué d'un matériau ferromagnétique plus précisément, il est attiré par l'aimant. Mais comment est-ce qu'il est attiré par l'aimant quand rien a priori ne relie les deux objets? Pour interpréter cette action à distance, cette interaction, on utilise le concept de champ. On considère que l'aimant génère un champ magnétique en tout point de l'espace autour de lui, et c'est ce champ qui agit sur le trombone. Et là, je fais une parenthèse sur ce que fait la physique. En fait, on n'en sait rien sur ce que fait l'aimant. On n'en sait rien a priori. Au départ, on n'en savait rien. Mais ce que fait la physique, le but de la physique, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes, parce que si on comprend un mécanisme, alors on est capable d'agir dessus. Donc le but de la physique, c'est d'essayer de mettre un peu de clarté, d'essayer de trouver les mécanismes des phénomènes, et comme ça, encore une fois, si on comprend les mécanismes, on est capable d'agir dessus. Donc on a fait l'hypothèse que le trombone émettait un champ magnétique. Il y a une maxime en physique qui est dans un laboratoire au CERN, qui est si vous n'êtes pas capable de le mesurer, alors ça n'existe pas. Euh,
Donc voilà, je le traduis comme si je sais plus quel est l'énoncé en anglais, mais cette idée que quelque chose en physique ne peut exister que si vous êtes capable de lui affecter à un moment donné, directement ou indirectement, une mesure. Et à la notion de champ magnétique, eh bien, on est bien capable de lui affecter une mesure qui va se mesurer en Tesla. Et c'est ça qui permet de légitimer cette notion de champ magnétique. De la même manière, on interprète l'attraction gravitationnelle avec le champ gravitationnel. Le Soleil génère dans tout le système solaire un champ gravitationnel qui va agir sur les planètes et tous les corps du système solaire. L'interaction électrostatique entre deux corps chargés est aussi celle décrite par la notion de champ électrique. Dans ces théories, les champs électriques, magnétiques, gravitationnels sont les intermédiaires qui transmettent les actions observables. Ok. Deuxièmement, maintenant on rentre plus en détail, précisément dans le détail dans la description du champ magnétique. Donc on va le cartographier et on va donner des exemples. Petit a, définition du champ magnétique, et ça c'est un rappel parce que ça on l'a vu ensemble dans le chapitre 15 sur les particules chargées. Donc le champ magnétique, qui est un champ vectoriel, vous voyez bien un vecteur ici au-dessus de la lettre B majuscule. Donc si on s'intéresse à un champ magnéto-statique, se définit, un champ pas magnéto-statique, statique ça veut dire que c'est le même en tout point, donc on s'intéresse ici à un champ magnétique qui va être stationnaire. Il se définit par son action, par l'effet qu'il va avoir sur une particule ponctuelle de charge Q, qui passe au point M avec un certain vecteur vitesse. Eh bien, l'effet du champ magnétique, ça va être d'exercer sur cette particule une force qui va être la partie magnétique de la force de Lorentz, qui est QV vectoriel B. Donc ici, je mets la force de Lorentz, en fait, c'est la partie magnétique de la force de Lorentz, parce que la force de Lorentz, c'est Q facteur de vecteur E plus vecteur V vectoriel vecteur B. Je ne l'ai pas encadré parce que je sais que maintenant vous la connaissez cette forme. Petit b, unité du champ magnétique et ordre de grandeur, c'est pareil, c'est des rappels, donc je vais vite. Un champ magnétique se mesure en Tesla, de symbole grand T, du nom d'un physicien. Les ordres de grandeur, eh bien connaître ces trois ordres de grandeur-là qui sont pertinents. L'ordre de grandeur du champ magnétique terrestre, qui est de l'ordre de 50 microtesla. L'ordre de grandeur du champ magnétique généré par un aimant usuel, qui est de l'ordre de 100 millitesla. Et celui généré par une bobine supraconductrice utilisée dans un spectroscope à RMN qui est de l'ordre de 10 Tesla. 10 Tesla, c'est peut-être la borne supérieure, voilà, du moins on va dire que c'est de l'ordre du Tesla et pas du millitesla. Quelles sont les sources du champ magnétique? C'est-à-dire quels sont les objets, on peut dire, qui vont produire un champ magnétique? Eh bien, un champ magnétique a deux sources. Il y a les aimants, ou bien il y a les courants électriques. Donc un champ magnétique va être créé par un aimant ou bien par un circuit qui va être parcouru par un courant électrique. Cette propriété en fait c'est cette dernière propriété, a été découverte au début du XIXe siècle par le physicien danois. Alors je ne sais pas comment se prononce ses prénoms, Hans Christian, en tout cas le nom c'est Ørsted. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se prononce en danois. En tout cas, c'est comme ça que mes professeurs de physique le prononçaient. Donc ça, c'est Ørsted. Qui le premier constata qu'un courant électrique a une action sur un aimant. Donc si un courant électrique a une action sur un aimant, puisqu'on sait que les aimants sont sensibles au champ magnétique, eh bien ça veut dire qu'un courant électrique va générer un champ magnétique. Donc vous voyez déjà là apparaître un couplage électricité-magnétisme, et ce couplage, il sera étudié en détail l'an prochain à travers les 4 équations de Maxwell. Ça, vous le verrez l'an prochain. Donc dans la suite, on s'intéresse essentiellement à des champs magnétiques créés par des courants électriques. Donc là, on va juste cartographier. Des champs magnétiques créés par un fil rectiligne infini. Donc ici, on a un fil électrique rectiligne, on considère qu'il est infini.
Et voici, eh bien, les cartographies du vecteur champ magnétique qu'on va avoir. Alors, à gauche, on se place dans ce point-là, en pointillé, qui est un plan qui est perpendiculaire au fil. Donc voici ce qu'on obtient. Donc vous voyez que en différents points, on va avoir bien le vecteur champ B. Et ici, on a représenté les lignes de champ. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, vous voyez que simplement, si on observe, on voit que euh, le vecteur champ B, il semble tourner, ça on le dit entre guillemets, il semble tourner autour de ce fil-là. Donc on voit qu'on a quand même une géométrie particulière du vecteur champ magnétique associé à cette géométrie particulière-là du courant électrique, du passage du courant électrique. Euh, Aussi, ce qu'on observe, et ça paraît intuitif, enfin, oui, ça paraît intuitif, plus on est loin du fil, et plus la norme du vecteur champ magnétique va être faible. Et donc, bien sûr, dit différemment, plus on est proche, plus cette norme-là va être importante. Ici, ce qui va être intéressant, c'est de dire que euh, le lien entre la géométrie de la circulation du courant et la géométrie du vecteur champ B va être relié par la règle de la main droite. Vous voyez que cette règle de la main droite, on la retrouve dans différents domaines de la physique, on l'avait notamment vu sur les moments. Ok, première règle de la main droite. Si l'on met la main droite le long de la ligne de champ magnétique, donc ici les doigts ils vont aller dans le sens du champ magnétique, eh bien le pouce, lui, va donner la direction et le sens dans lequel se propage le courant électrique. Donc là, je ne peux pas vous le montrer, mais il me semble que vous avez bien compris. Vous enroulez les doigts de la main droite, par exemple, suivant cette ligne de courant. Donc vous avez la base de votre main qui est ici, vous avez index, majeur, etc., qui vont ici dans ce sens-là. Et si vous faites ceci, ben vous voyez que votre pouce, spontanément, il va pointer dans la direction verticale et vers le haut, en accord ici avec la direction et le sens du courant électrique. Donc vous voyez que, en fait, si on vous donne l'un, vous êtes capable de retrouver l'autre. Alors à ce stade-là, ce qu'on amène progressivement, c'est que si vous avez en fait les lignes de champ, vous aurez le courant. Et l'intérêt de faire ceci, c'est que si vous avez une cartographie juste de lignes de champ et que vous n'avez pas le courant, ben vous êtes capable de dire que le courant il va être à cet endroit-là, et qu'à cet endroit-là, on a un courant qui circule dans cette direction et dans ce sens. Donc cette règle est générale, chaque fois qu'une ligne de courant est fermée, elle entoure un fil parcouru par un courant dont la direction et le sens sont donnés par la règle précédente. Donc ce qu'on dit ici, en fait, c'est que cette règle-là, on la présente sur ce cas pédagogique simple là, mais elle est valable dans d'autres situations. On peut donc savoir, à l'observation d'une carte de champ magnétique, en quel lieu il y a un courant qui passe et dans quel sens, mais j'aurais pu préciser aussi dans quelle direction ce courant circule. Donc vous voyez, ce qu'on dit, c'est que si on a la géométrie d'une ligne de champ, alors on va pouvoir déduire la géométrie du courant, la géométrie, le sens du courant. Et inversement, c'est ce qu'on va montrer là dans le petit e, si on a la géométrie du courant, on va pouvoir en déduire la géométrie des lignes de champ. Pour ça, on va faire maintenant, on va considérer une spire circulaire, donc c'est ceci. Donc, tout à l'heure, on avait un fil, là maintenant on a une spire. Et dans cette spire, eh bien, on a un courant qui circule. Eh bien, la spire, elle va être orientée, c'est-à-dire le courant va circuler, bien sûr, dans un sens. Maintenant, regardons les lignes de champ magnétique qu'on a dans ce cas-là. Donc, on voit qu'on a des lignes de champ qui sont un petit peu plus sophistiquées. Et alors, première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on a vu précédemment? C'est-à-dire que si les doigts de la main se mettent dans le sens de l'enroulement du champ B, est-ce qu'on va bien retrouver la direction et le sens du courant électrique? Eh bien, ça, on peut le faire par exemple ici. Si on s'intéresse à cette boucle de champ magnétique, eh bien, placez votre main droite, enroulez votre main droite, donc là avec les doigts, sauf le pouce, enroulez
les doigts de la main droite dans ce sens-là. Ben, vous allez voir que si vous faites ceci, vous allez avoir le pouce qui va avoir une direction qui va être perpendiculaire à l'écran de votre smartphone ou de votre PC, et vous allez avoir un sens, le sens de votre pouce, qui va correspondre au sens dans lequel le courant électrique circule dans ce point-là. Donc on revérifie bien, vous voyez, pour une géométrie un petit peu plus compliquée, on vérifie bien ce qu'on a vu dans la première règle de la main droite. Donc les lignes de champ sont des courbes fermées, et la première règle de la main droite est bien vérifiée, c'est ce qu'on vient juste de faire. On observe de plus que les lignes de champ traversent la spire de courant dans un sens donné, lui aussi, par la règle de la main droite. Donc là, dans cette deuxième règle de la main droite, on fait l'inverse, c'est-à-dire que précédemment, jusqu'alors, la main droite, on l'enroulait sur, sur les lignes de champ magnétique. Et bien là, ce qu'on va faire l'inverse. La main droite, on va l'enrouler non pas sur le champ B, mais sur une boucle de courant. Tout à l'heure, c'était sur une boucle de champ magnétique, maintenant c'est sur une boucle de courant. Eh bien, si on enroule la main droite sur une boucle de courant, la direction et le sens du pouce de la main droite vont donner la direction et le sens du vecteur champ B. Donc ici, on a amené première règle et deuxième règle de la main droite. Vous n'avez pas besoin de les apprendre sous cette forme-là. En fait, il faut le faire vraiment de manière très simple et très intuitive. Dès que vous avez une boucle, que ce soit de courant ou de champ magnétique, vous enroulez votre main droite, et la direction et le sens de votre pouce, ça va vous donner la direction et le sens du courant, si c'était une boucle de vecteur champ B, ou bien ça va vous donner la direction et le sens du vecteur champ B si vous aviez une boucle de courant. Donc c'est vraiment en fait très intuitif. Donc cette propriété générale, elle permet d'orienter systématiquement le champ magnétique par rapport au courant qui le crée. Bien sûr, pardon, je l'explique ici. Donc maintenant, vous allez enrouler votre main droite dans ce sens-là, là, donc dans le sens du courant, dans le sens d'enroulement de ce courant. Et vous voyez que si vous faites ceci, ça va vous donner en fait que ceci. Hein. Ça vous donne pas toute la cartographie, mais ça va vous donner au cœur, enfin au niveau de l'axe de révolution de la spire, ça va vous donner la direction et le sens du vecteur champ B, ce qui va être très pratique, et ce qui va permettre de retrouver des choses, de retrouver la tendance du vecteur champ B sans faire de calcul. Donc, tout ce qui nous permet de retrouver les choses simplement sans faire de calcul, c'est très précieux. Alors, on va faire le lien ici avec la norme, parce que jusqu'à présent, si je reviens sur ce graphique-là, on avait dit que les lignes de champ, c'était pratique, parce que ça nous donnait des informations sur la direction, sur le sens, mais on n'aimerait pas perdre l'information norme. Alors bien sûr, on la perd pas, et ça va être lié à, je le dis comme ça simplement, ça va être la norme, va être liée à une sorte de densité des lignes de champ, une densité spatiale des lignes de champ. Donc F, norme du champ magnétique. Comment évolue la norme du champ magnétique quand on se déplace le long d'une ligne de champ? Donc vous voyez, on se déplace le long d'une ligne de champ, on se pose la question comment va évoluer le long d'une ligne de champ donnée la norme du champ magnétique. Dans le cas du fil infini en page 3, on peut voir que sur la figure de gauche, elle ne varie pas le long de la ligne de champ représentée en pointillé. Donc c'est page 3, figure de gauche. Ok, donc ça veut dire que ici, vous voyez que à chaque fois, la norme, c'est-à-dire nous la longueur du vecteur, elle va être toujours la même sur, donc sensiblement, là je dois avoir une ligne de champ, et j'ai sensiblement à chaque fois la même norme. Par contre, cette norme n'est pas la même si je me place ici plus loin. En tout cas, suivant chacune des lignes de champ, je vais toujours avoir la même norme. Sur chaque cercle, ici en quelque sorte, je vais avoir la même norme pour le vecteur champ B. Ok, donc on est d'accord avec ce qui est dit ici. À l'inverse, dans le cas de la spire, si on part ici de ce point-là, et qu'on va se rapprocher ici, alors ça c'est sans le voir sur la ligne de champ, en fait plus on va se rapprocher de la spire, et plus le vecteur champ B va être important. Et ça
Ça, on le vérifie en fait par des mesures, en mesurant des champs magnétiques. Pour ça, on utilise des sondes à effet Hall. Donc, ce qu'on observe, c'est quelque chose en fait d'intuitif. Plus on va se rapprocher ici du courant, de la source du champ magnétique, plus on va s'approcher de cette source-là, et plus la norme va être importante. Comment relier ceci, cette tendance de variation de la norme, avec les lignes de champ? Eh bien, en fait, ça va être lié à la proximité d'autres lignes de champ lorsqu'on se déplace sur une ligne de champ. Par exemple, ici, vous voyez, en ce point-là, il y a une proximité assez faible avec d'autres lignes de champ. Alors que si, donc je continue à me déplacer sur cette ligne de champ, alors que si par exemple, donc à mesure que je me rapproche de la spire, eh bien la proximité devient de plus en plus importante. Ici, elle est plus importante qu'ici, et ici, elle est plus importante que ici. Eh bien, c'est cette proximité relative avec les lignes de champ environnantes, les lignes de champ voisines, qui va me donner une information sur l'évolution de la norme du champ magnétique. Donc plus la proximité est forte, et plus la norme va évoluer. Donc ça ne permet pas de quantifier cette norme-là, mais ça permet de donner une tendance. Donc la norme du champ magnétique augmente le long d'une ligne de champ quand les lignes de champ voisines se rapprochent. Et c'est quelque chose qui est, encore une fois, je pense, intuitif. J'espère que c'était clair. Donc c'est vraiment, on pose, comme je vous dis, on pose des briques sur le champ magnétique. Mardi, on en posera d'autres. Et bien sûr, après, on en viendra à des choses un petit peu plus élaborées. On passera à des calculs. Voilà, j'espère que cette introduction vous a plu et vous donne envie de passer à la suite. Profitez-en parce on est dans les derniers chapitres. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon samedi et un très bon week-end. Et voilà, au plaisir de vous revoir mardi. Au revoir.